Il y a des risques de contraintes dans l'accès au pétrole pour l'Europe dès cette décennie, et ce risque se transforme en probabilité très très élevée pour la décennie 2030. D'ici 2050, je vais citer quelques-uns des plus gros importateurs de pétrole de l'Union européenne, des plus gros fournisseurs, pardon. Le Kazakhstan, moins 40%, la Libye, moins 60%, l'Algérie, moins 65%, l'Angola, moins 93%, le Nigeria, moins 90%. Et sachant qu'il y a des pays comme le Nigeria qui ont une croissance démographique exponentielle, on se dit que d'une part, ils sont en déclin, et qu'en plus, ils vont avoir des besoins domestiques de plus en plus importants. Ça va être très compliqué d'aller trouver ne serait-ce qu'un peu de pétrole en 2050. Absolument, absolument. Encore une fois, on ne prétend pas prédire l'avenir. On décrit juste un risque, on documente un risque. On n'a pas travaillé comme ça, c'est pas du doigt mouillé. Alors, j'ai dit le pédigré des gens qui ont fait cette étude, mais on s'est fondé sur l'une des 3 sources de référence mondiales sur l'intelligence économique oil and gas, qu'utilise l'OPEP, qu'utilise l'AIE. Rystad Energy, une société norvégienne pour ne pas la nommer. On a utilisé ces données-là, et la conclusion, c'est qu'il y a des risques de contraintes dans l'accès au pétrole pour l'Europe dès cette décennie, et ce risque se transforme en probabilité très très élevée pour la décennie 2030. Mais du coup, ça suppose de faire des choix audacieux et cohérents. Je vous donne un exemple. À la fois de ce qu'il faudrait faire, et puis de l'étroitesse de vue dominante aujourd'hui en Union européenne. Le rapport Draghi, Mario Draghi a publié en septembre dernier un rapport qui a fait beaucoup de bruit et qui est en train de donner le tempo de la nouvelle Commission européenne. Le premier élément de son diagnostic, la figure 1 de son rapport, c'est montrer l'écart de compétitivité sur les prix de l'énergie entre l'industrie européenne, d'une part, et les industries américaines et chinoises, d'autre part. Bon. Monsieur Draghi, mais globalement, voilà, c'est le tempo, encore une fois, qui est donné pour la Commission européenne, dit donc il faut continuer il faut faire le marché unique, il faut déréguler, et puis il faut développer plein d'activités qui vont consommer beaucoup d'énergie. À commencer par le numérique et l'intelligence artificielle, dont on n'avait pas... Bon, bref, je ne vais pas discuter de l'intérêt, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que l'Union européenne n'a pas les moyens de tout faire. Nous sommes contraints. Alors, je mets à côté, encore une fois, parce que manifestement, malheureusement, ce n'est pas une raison suffisante pour agir, je mets de côté les objectifs de décarbonation au nom du climat. Mais compte tenu de notre situation, du point de vue de nos approvisionnements en pétrole et en gaz, dans le système tel qu'il est fait aujourd'hui, où, comme tu l'as rappelé, les 2/3 de ce qu'on consomme, c'est l'énergie fossile, échapper à la NAS, à cette NAS-là, ça suppose de faire des choix ciblés et exclusifs sur ce que l'on veut faire, ce que l'on veut développer ou encourager comme industrie, et ce que l'on veut promouvoir comme mode de consommation. Tu peux prendre un exemple ? L'exemple peut-être le plus quotidien, c'est la mobilité, les transports. C'est marrant, l'automobile un peu rêvé, ça reste, peut-être, je sais pas, dans mon imaginaire, ça reste la grosse Cadillac qui consommait peut-être 25 litres au 100. Les SUV qu'on sort aujourd'hui, alors certes, ils consomment plus 25 litres au 100, mais ils sont très lourds, surpuissants, c'est-à-dire qu'on les fabrique pour qu'ils puissent monter à 180 ou 200, alors qu'on limite sur 130. Et surtout, et aussi, ils sont vides. C'est-à-dire que grosso modo, quand vous regardez le matin pour vos transports quotidiens, il y a une personne dans la caisse. Bon. Le Shift, on n'est pas les seuls, mais on est allé très loin dans cette démonstration, a montré que, moyennant un développement à nouveau cohérent, audacieux et exclusif de mode de transport pour, au quotidien, faire les 15-20 bornes que la plupart d'entre nous, ou moins, faisons au quotidien, il est parfaitement possible, moyennant des investissements qui n'ont rien à voir avec l'argent qu'a pu mettre la France, par exemple, pour développer ses lignes de TGV ou ses autoroutes,
donc c'est-à-dire en développant une composition intelligente de covoiturage, vélo, train, bus, intégrés de façon pertinente, il est parfaitement possible de permettre à une grande partie de la population de se déplacer au quotidien sans utiliser ces grosses bagnoles vides, trop lourdes, trop puissantes, qui font le déficit commercial d'un pays comme la France. L'essentiel du déficit commercial qu'on a en France, c'est notre facture de pétrole et de gaz. Bon. Là encore, décarbonation, souveraineté économique, c'est la même chose. Bon. Ça suppose de changer, d'objectif. C'est-à-dire que, grosso modo, on sent bien là que le système industriel, le système économique est un peu comme un canard sans tête. Où est-ce qu'on va aujourd'hui ? On mésestime, on ignore, on met sous le tapis un certain nombre d'objectifs environnementaux, dont l'objectif climatique. On double down, comme on dit en anglais, on double la mise sur ce système fondé sur les énergies fossiles qui nous conduit au précipice, qui nous conduit à la catastrophe climatique, et qui fait qu'aujourd'hui, on a Trump d'un côté, Poutine de l'autre, et Mohamed Ben Salman derrière. Il faut qu'on se réveille. Hein. On est dans un moment équivalent à l'effort de paix. Je n'ai pas envie de parler d'effort de guerre, mais l'effort de paix que la nation a fait, en France par exemple, ou les nations européennes ont fait après la Seconde Guerre mondiale, quand il n'y avait plus un seul pont entre Le Havre et Paris, et que ne se posait pas la question de savoir comment on allait... Non, on s'est mobilisé collectivement face à quelque chose qui était peut-être plus tangible, qui était la destruction d'un certain nombre de villes, de poumons économiques, en France, en Allemagne, en Belgique et ailleurs. Bon, aujourd'hui, c'est un poison lent, peut-être plus diffus, plus discret, mais enfin, la perte d'emplois industriels qui fait qu'on perd notre destin aussi, parce qu'on perd notre savoir-faire, c'est quand même un phénomène ancien et qui, pour moi, tient à une première limite physique qui était la limite sur le charbon. Le choc de 73, l'Europe s'en est jamais vraiment remis. Il y a vraiment un moment, un avant, un après. Les crises européennes, au début des années 2010, elles sont directement liées à la crise de 2008. Bref, derrière tout ça, pour moi, il y a un soubassement physique qui a trait à notre situation d'humain avec une volonté de puissance délirante misant sur des ressources finies. Et puis il y a notre situation, à nous, Européens, qui sommes les parangons, qui sommes pour moi la pointe extrême de cet aveuglement, parce qu'on n'a même pas le pétrole de schiste ou le gaz de schiste des Américains ou le charbon des Chinois. On pourrait se dire, après nous le déluge, et tant pis, on sera les plus puissants. Mais on ne peut même pas. Donc il faut se réveiller et regarder cette situation en face.